Bienvenue. Alors, vous êtes DRH, vous êtes… Moi, je suis assistante administrative externalisée. Ah, bah super, voilà. Enchantée. Donc, la thématique enchantée, la thématique vous intéresse. Oui, tout à fait, parce que sur l'externalisation comme ça, il y a aussi la partie RH. Ouais, d'accord, bah super. Bah, bienvenue dans ce club. Alors, Voilà. Christophe, Christophe vient de rentrer également. Christophe, vous nous entendez? Ah, Monsieur Brice Mater également rentre. ok. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mater, bonjour. Vous nous entendez? Bonjour, oui, je vous entends parfaitement. Alors, vous êtes Christophe. Bienvenue dans ce club. Bienvenue Brice également. Isabelle nous rejoint également. Bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens dans la salle d'attente où on peut… Je pense qu'on peut commencer. Je t'invite à commencer, Joséphine, et je ferai en rentrer au fur et à mesure si ça ne vous embête pas. Voilà, pour pas qu'on prenne trop de retard hein, pour les gens qui étaient sont à l'heure. Ben, bienvenue à tous sur ce club de DRH. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, nous sommes le groupement d'employeurs J'emploie et nous sommes spécialistes des fonctions support. Et parce que nous avons beaucoup de personnes qui travaillent sur cette fonction RH, nous animons régulièrement un club de DRH dans lequel nous invitons des experts sur un certain nombre de thématiques. Donc, ce soir, en 1h30, on va essayer de faire le tour d'une question un peu compliquée. Oui, alors d'une question un petit peu compliquée autour de la santé et sécurité au travail avec maître Christelle Daube du cabinet IDES qui vient animer ce club et qui va faire un zoom sur les évolutions récentes des obligations de l'employeur autour de la santé et de la sécurité au travail. Alors, simplement, petite question pratique. Est-ce que tout le monde est d'accord pour d'être enregistré? Parce que ça, c'est quand même un point important. Ceux qui ne seraient pas d'accord, merci de nous le signaler. Par ailleurs, vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Maître Daube. Sophie, notre chargée de communication, fera une synthèse de ces questions, vous donnera la parole. Voilà, donc nous, le club de DRH s'organise autour d'un apport théorique que Maître Daube va animer. Et puis ensuite, on répondra aux questions. Puis ensuite, évidemment, on ouvre la parole. Si vous avez vraiment des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, surtout n'hésitez pas à lever la main et à nous le dire. Voilà, cette introduction étant faite, je laisse la parole à Maître Daube qui va donc animer une grosse partie de ce club de DRH. Merci Joséphine. Alors d'abord, merci de vous être rendue disponible pour participer à ce club DRH dont la thématique cette année est la loi santé-travail du 2 août 2021. Dont la majeure partie des dispositions est entrée en vigueur depuis le 31 mars 2022. Donc, cette loi est importante parce qu'elle met à la charge de l'employeur un certain nombre d'obligations qui viennent, je dirais, conforter son obligation de sécurité. L'idée de cette loi santé au travail qui a pour objectif de renforcer la prévention des risques professionnels va tourner autour d'un document qui jusque-là était un peu boudé par les entreprises ou en tout cas qui était fait sans qu'on y attache une véritable importance, qui est le document unique de prévention des risques professionnels. Alors, effectivement,
le législateur est parti du constat que déjà peu d'entreprises avaient ce type de document unique de prévention des risques professionnels. Et quand il était réalisé, c'était un peu une lettre morte dans le sens où, en fait, les employeurs concevaient ce document un peu comme une contrainte qu'on leur imposait. Ils établissaient un document de manière un petit peu générique, en fait, sans analyser quels sont véritablement les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés dans l'entreprise. Et donc, d'où la volonté du législateur de renforcer l'importance de ce document, de renforcer le dialogue social qui est quelque chose de très important depuis les ordonnances Macron, et qui va avoir pour objectif, en fait, d'associer plusieurs acteurs dans l'élaboration de ce document unique. Jusqu'à présent, ce document unique, il était élaboré par l'employeur seul, qui pouvait demander à sa RH ou à ses DRH d'établir le document, lequel ou laquelle pouvait faire appel éventuellement au service de la médecine du travail, en tout cas du médecin du travail, pour l'aider dans la réalisation de ce document. Mais bien souvent, on ne va pas se mentir, tout le monde faisait un beau tableau Excel en identifiant les risques, la cotation du risque en face et puis les actions pour éviter qu'un tel risque ne survienne dans l'entreprise. Donc, c'était assez sommaire finalement. Et là, la loi du 2 août 2021, qui veut rendre vraiment beaucoup plus effective la prévention en matière de santé au travail, va associer très clairement un certain nombre d'acteurs dans l'élaboration de ce document. Les acteurs, ça va être en premier lieu évidemment le CSE, qui va être une partie prenante dans l'élaboration de ce document. Et puis, bien évidemment, le service de santé au travail qui pourra intervenir pour aider à l'élaboration. Mais ces obligations dans le cadre de cette DUE ne vont pas être, je dirais, de la même intensité selon l'effectif de l'entreprise. Et donc, vous allez avoir une différence quant aux obligations qui vont peser sur l'employeur selon que l'entreprise a plus ou moins de 50 salariés. Sachant que la loi rappelle que ce document unique est obligatoire pour toutes les entreprises. Dès que vous avez un salarié, ce document doit être mis en place. Alors, si on regarde dans un premier temps l'entreprise qui a plus de 50 salariés, je dirais que c'est là où le changement va être majeur. Pourquoi? Parce que là où autrefois l'employeur élaborait seul son document unique, aujourd'hui, l'élaboration de ce document va se faire avec le CSE. Donc, il va y avoir une information et une consultation non seulement sur l'analyse des risques professionnels et sur le contenu du document, mais également sur les mises à jour annuelles dont on parlera ultérieurement. Donc ça, c'est un vrai changement parce qu'il va falloir mettre en place le dialogue social sur l'élaboration d'un tel document. Et d'ailleurs, si ce document n'existe pas au sein de l'entreprise, bien le CSE va pouvoir contraindre l'employeur à le mettre en place. Et si il ne le met pas, s'il ne le fait pas, on peut lui reprocher un manquement à son obligation de sécurité. Et il ne va pas falloir négliger les conséquences de la mauvaise volonté de l'employeur de mettre en place ce document unique ou de ne pas le mettre en place. Parce que ça peut avoir des conséquences importantes, notamment en cas d'accident du travail dans l'entreprise ou de maladie professionnelle. Parce qu'on demandera bien souvent, puisque désormais le salarié va pouvoir avoir accès à ces documents et on devra les tenir à sa disposition, pourra très bien demander à avoir ce document pour justifier que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de prévention des risques professionnels. Et si
un accident est survenu dans l'entreprise, eh bien, pour le salarié qui en est la victime, eh bien, c'est dû à un manquement de l'employeur à ses obligations, à son obligation de sécurité, car s'il avait prévu le risque professionnel, peut-être que le salarié n'aurait pas été victime de l'accident. Donc, ça peut aller très loin lorsqu'on sait qu'en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'employeur peut voir sa responsabilité civile et pénale engagée au titre de la faute inexcusable. Donc là, vraiment, pour les entreprises de plus de 50, mais même de moins de 50, c'est vraiment important d'informer, de consulter le CSE sur ce document qu'il va élaborer en accord avec lui. Ce document unique qui va donc être établi avec le CSE va aboutir au résultat de l'évaluation des risques professionnels et déboucher sur ce qu'on appelle le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Alors là, je suis toujours dans les entreprises de plus de 50. Ce programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail existe déjà. Il doit déjà, normalement, être un document présenté dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise qui doit intervenir dans le cadre des consultations récurrentes. Sauf que la loi lui a donné de la matière. Et donc, elle a déterminé le contenu de ce programme de prévention des risques professionnels. Et il y a un article du Code qui s'y réfère et qui dit que désormais, ce programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qu'on va surnommer le PAPRIPACT, fixe la liste détaillée des mesures qui doivent être prises en cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs du risque professionnel, ainsi que pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultats et l'estimation de son coût. Donc, c'est quand même un contenu qui est désormais explicité. Deuxièmement, ce programme annuel identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées, justement pour mener les actions de prévention. Et il comprend un calendrier de mise en œuvre, parce qu'il ne suffit pas de déterminer quelle action de prévention il faut mettre en place. Aujourd'hui, il faut les mettre en œuvre. Et donc, il y a un suivi de la mise en œuvre des actions de prévention pour éviter tout risque professionnel dans l'entreprise. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est par rapport au document unique qui doit être établi, dans quel degré de précision on doit rentrer sur l'identification des risques. Ceci étant, quand vous faites une DURP, ce qui va être très important, et ça vaut aussi pour les entreprises de moins de 50, les différentes étapes à mettre en place, quelles sont-elles? Ça va être de faire un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Alors, l'unité de travail, c'est une notion assez large. Ça peut être un poste de travail, ça peut être plusieurs postes de travail qui présentent les mêmes caractéristiques, ou ça peut être une situation géographique particulière, par exemple un chantier. Et il va falloir cartographier l'entreprise par unité ou poste de travail. Il va falloir identifier les dangers, analyser les facteurs de risque, élaborer un programme d'action et mettre en œuvre les actions de prévention. Sachant que les risques qui doivent être identifiés, c'est à la fois les risques physiques, les risques psychosociaux. Dans cette catégorie, je fais entrer évidemment le stress au travail, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, et le risque organisationnel, typiquement le télétravail. Donc, vous voyez, voilà un petit peu la méthodologie de construction de ce document unique
qu'il va falloir élaborer effectivement avec les élus du CSE qui, au passage, vont bénéficier d'heures de formation. Hein. Donc ça, j'y reviendrai également. Vous allez également consulter le CSE sur ce programme annuel de prévention. Donc, il y aura à la fois sur l'élaboration, mais également sur ce programme annuel de prévention. Sachant que là, vous avez tout intérêt à vraiment associer les élus du CSE parce que le but, dans le cadre d'une information-consultation, ça n'est pas d'avoir un avis négatif. Parce que si vous avez un avis négatif du CSE, là encore, si vous deviez avoir des conflits avec des salariés au titre d'accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié qui rechercherait la responsabilité de l'employeur pourrait venir se servir de cet avis négatif du CSE sur ces documents. Maintenant, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, il n'y a pas d'obligation d'information et de consultation à proprement parler sur l'élaboration du document unique, pas plus que sur ses mises à jour. Toutefois, la doctrine, enfin, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette loi et effectivement les commentateurs de cette loi, considèrent qu'il est plutôt recommandé d'associer le CSE à l'élaboration de ce document. L'élaboration de ce document ne va pas donner lieu, comme pour les entreprises de plus de 50, à un programme annuel d'action de formation, mais il va donner lieu à en fait une liste d'actions de prévention des risques et de protection des salariés à mettre en œuvre, qui sera un document qui viendra bien évidemment en annexe de la DUE. Et là, ce qu'on nous dit sur cette liste d'actions de prévention qui doivent être mis en place ou élaborées par l'employeur, cette liste doit être présentée au CSE. Donc là encore, on n'est pas véritablement dans l'information-consultation à proprement parler, puisqu'on est dans une entreprise de moins de 50, mais on est sur la présentation de cette liste, ce qui veut dire que c'est quand même une obligation d'information renforcée. Il faut vraiment se plier à cet exercice avec une véritable information sur la liste des actions de prévention. Alors, pour mettre en place cette DURP, vous vous dites très bien, mais est-ce que je peux avoir des aides? Sur quoi je peux m'appuyer en réalité? Alors, je ne parle pas des entreprises qui sont hyper structurées, qui ont des services RH, qui ont peut-être une connaissance parfaite de comment doit se présenter le document, en tout cas qui ont l'habitude de ce document. Mais pour bon nombre d'entreprises, et notamment des petites entreprises, souvent elles se disent, mais aujourd'hui, avec l'obligation qui est plus forte et qui pèse sur moi, comment je dois rédiger et vers qui je peux me diriger pour m'aider dans la construction de ce document? Alors, sachez que les organismes et instances des accords de branche vont vraisemblablement devoir mettre en place des actions de prévention et des outils de prévention et des référentiels qui sont adaptés aux risques par la branche évoquée. Donc, vraisemblablement, par les accords de branche, vous aurez des référentiels qui aideront à la mise en place de ce document. Par ailleurs, il y a la branche risque professionnel de l'assurance maladie qui propose un outil en ligne d'évaluation des risques professionnels et qui vous permet de remplir la DUR. Et il est disponible pour tous les secteurs d'activité. Donc ça, vous le trouverez assez facilement sur Internet. Mais sachez que cet outil existe pour vous aider dans l'élaboration de la DUE. Évidemment, comme je vous l'ai indiqué, il y a le service de prévention et de santé au travail qui peut être effectivement une aide précieuse pour élaborer le document. Et d'ailleurs, moi, je vous incite à solliciter par écrit le médecin du travail ou en
tout cas les services de la médecine du travail, pour avoir aussi une trace des actions qui sont mises en place par l'employeur pour remplir ses obligations au titre de l'élaboration de ce document. Et le médecin du travail peut parfaitement aussi rédiger des rapports qui viendront en annexe du document unique, qui viendront le compléter pour renforcer son caractère, je dirais, sérieux, entre guillemets. Donc, une fois que ces documents sont réalisés avec les obligations selon que vous êtes dans une entreprise de moins de 50 ou plus de 50, la loi ajoute une nouveauté qui est la mise à jour annuelle, enfin à minima annuelle, de ce document unique, avec une information consultation pour les entreprises de moins de 50, ce qui n'est pas le cas dans les entreprises de moins de 50, et pour les entreprises de moins de 11 salariés, donc vraiment les TPE, cette obligation de mise à jour annuelle n'est pas requise. La seule chose qui est obligatoire pour les entreprises de moins de 11, c'est de faire cette mise à jour du document unique à chaque fois qu'il y a un nouveau risque qui est porté à la connaissance de l'employeur ou parce que les conditions de travail ont été modifiées de manière importante. Typiquement, vous déménagez. Et ça, l'ajout, la suppression d'un risque ou une profonde modification des conditions de travail nécessite une mise à jour. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement une mise à jour obligatoire annuelle, il peut y en avoir plusieurs selon les événements qui affectent l'entreprise. Mais elle est au moins obligatoire une fois par an. Donc, voilà, ça c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Et pourquoi il y a cette obligation de mise à jour? Parce qu'aujourd'hui, le document unique est également un outil de traçabilité collective des risques professionnels. Parce que les salariés vont pouvoir avoir accès à tous ces documents rédigés, donc successivement, pendant toute leur période d'activité. Et on doit les tenir à leur disposition, notamment pour étayer un dossier de maladie professionnelle, notamment pour étayer un dossier de contentieux lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour éventuellement alimenter un dossier de faute inexcusable, ou tout simplement pour assurer aux élus que l'employeur respecte bien ses obligations, parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même s'il y a une collaboration de plusieurs acteurs dans la rédaction de ce document, l'obligation pèse principalement sur l'employeur. Donc, c'est in fine lui qui a la responsabilité de ce document. Et donc, je vous disais que le document doit être présenté, doit être mis à disposition des salariés qui souhaitent en prendre connaissance pendant toute la période sur les documents qui correspondent à leur période d'activité, mais également aux membres du CSE, aux services de la médecine du travail qui théoriquement doivent être rendus destinataires obligatoirement, et à l'inspection du travail. C'était déjà le cas pour l'inspection du travail qui, lorsqu'ils font des visites, peuvent demander à prendre connaissance du document unique. Et là encore, pour permettre une bonne information des salariés, un avis doit être affiché dans l'entreprise sur les modalités d'accès des travailleurs aux documents uniques et comment ils peuvent les consulter. Donc, typiquement, vous allez rédiger un avis sur ce point qui viendra être affiché au même endroit que vous affichez le règlement intérieur, par exemple. Le temps que, en fait, le portail numérique soit mis en place, puisque ce document unique a vocation à faire l'objet d'un dépôt dématérialisé. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, vos documents uniques sont sur support papier ou numérique.
Vous devez bien conserver les mises à jour successives bien datées pour justifier que vous remplissez votre obligation de mise à jour au moins annuelle. Il faut les conserver et à partir de 1er juillet 2023 pour les entreprises qui ont un effectif supérieur à 150 salariés, eh bien, il faudra dématérialiser ce document sur le portail numérique dédié. Et à partir du 1er juillet 2024, ce seront les entreprises dont l'effectif est inférieur à 150. Donc, ça va arriver très vite en réalité. Donc, voilà pour ce qui est du document unique de prévention des risques professionnels, sachant que vous allez pouvoir désigner le référent santé-sécurité qui existe déjà dans le Code du travail, mais qui n'est pas du tout connu, qui est un référent salarié. En général, c'est un élu du CSE qui peut, je dirais, être l'interlocuteur sur ces questions d'élaboration du document unique et de sa mise à jour. Encore faut-il que cet élu référent soit formé sur le sujet. Et la nouveauté là également, c'est que les entreprises qui ont un effectif supérieur à 11 salariés vont devoir faire bénéficier les membres du CSE de 5 jours de formation sur les questions de sécurité et de santé au travail lors de leur premier mandat et de 3 jours en cas de renouvellement du mandat. Donc, il y a une obligation de formation des membres du CSE sur ces questions de sécurité, de santé au travail et de prévention des risques professionnels qu'il faudra mettre en place. Sachant que dans les entreprises de moins de 50, les OPCO pourront prendre en charge les formations des élus. Donc ça, il faut le savoir et c'est intéressant. Donc, vous pouvez interroger vos OPCO pour former vos élus. Ce document unique, il va devoir être conservé pendant 40 ans. Donc, vous voyez qu'il va y avoir, je dirais, une certaine rigueur à adopter dans la conservation de ces documents. Parce que pendant 40 ans, on peut vous demander la présentation de ces documents et de justifier de leur mise à jour régulière avec la liste des actions pour prévenir les différents risques. Donc, sur ce premier volet, voilà ce que je peux dire des obligations de la DUE. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser déjà sur ce premier point. Si, Christelle, il y a en effet quelques questions qui ont été posées par les personnes qui sont en train de participer à cette réunion. Alors, je pense qu'il faudra peut-être faire quelques éclaircissements. Tu as sûrement déjà répondu à une partie des interrogations qu'ont rencontrées nos différents DRH. Une question a été posée, à savoir si l'entreprise a plusieurs sites, un seul CSE, on fait un seul DURP et on inclut tous les risques de tous les sites. Comment ça fonctionne dans ces cas-là, par exemple? Alors, en fait, ça dépend de savoir si votre site il est en tant que tel un établissement autonome ou pas. Si c'est un site mais qui n'a pas la qualité d'établissement autonome, je pense qu'on peut considérer à partir du moment où sur chaque site, il y a une analyse bien définie des risques professionnels avec des actions qui sont mises en place. Je vois pas ce qui s'opposerait à ce qu'il y ait un seul document unique à partir du moment où il n'y a qu'un seul CSE en réalité. Mais il faut que l'analyse des risques soit bien faite site par site. D'accord. Très bien. Très bien. Il y avait une autre petite question. Est-ce qu'il faut inviter les médecins du travail ou les représentants de la caisse primaire d'assurance maladie à chaque réunion en fait de contrôle du CSE? Alors, dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la politique sociale, alors, vous avez une obligation de convoquer quand vous statuez dans le cadre des consultations récurrentes pour les entreprises de plus de 50,
vous devez normalement convoquer le médecin du travail. D'accord. Donc, ça peut s'inscrire au travers, notamment parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les entreprises de plus de 50, il peut y avoir les commissions de sécurité et de santé au travail qui existent. Elles ne sont pas systématiquement créées, mais elles peuvent être créées. Et ces commissions, en général, elles sont bien souvent en charge des consultations sur l'hygiène sécurité. En fait, les prérogatives qui étaient accordées avant au CHSCT. Et effectivement, dans le cadre du travail de ces commissions, le CSE consulte au moins plusieurs fois par an sur cette question et invite dans ce cadre le médecin du travail, nécessairement. D'accord. OK. Mais de toute façon, pour l'élaboration, je dirais des documents, en amont, je pense que c'est une bonne chose que d'associer le médecin du travail. Si tant est que votre médecin du travail se sente investi sur la question, parce que on est tous confrontés au problème de la pénurie des médecins du travail. Donc, je ne suis pas sûre que on ait suffisamment de médecins du travail qui puissent s'investir sur tous les documents uniques de prévention des risques professionnels. Justement, ça me permet de rebondir sur cette question qui a été également posée. Finalement, qui va contrôler les documents et les actions mises en place? Ce sera le CSE en quelque sorte, puisque le CSE il sera informé et consulté. Donc, s'il rend un avis négatif dans les entreprises de plus de 50, s'il rend un avis négatif, ça veut dire qu'il y a un problème sur le document, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctement appréciées, ou en tout cas, il y a un point de désaccord entre le CSE et l'employeur sur le contenu éventuellement de ce document. Donc, ce n'est pas du contrôle, mais on va devoir se mettre d'accord sur un document unique. Donc, le contrôle, il sera exercé de cette manière-là. Après, ça peut être un contrôle par l'inspection du travail. D'accord. Qui vient dans l'entreprise pour demander à examiner le document. Ça peut être par un biais détourné dans le cadre d'une action contentieuse d'un salarié à l'occasion d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle. Ou finalement, parce que un risque n'a pas identifié ou a été mal identifié, le document finalement aura été insuffisant. Donc, entraînera la responsabilité de l'employeur dans le cadre de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle. Christelle, moi j'ai une question plus générale. Je suis toujours très surprise dans mon métier de RH. Je pense qu'on va être assez d'accord autour de cette table. Les entreprises, les petites structures, beaucoup de petites structures finalement ne savent même pas qu'elles sont obligées déjà ne serait-ce que d'identifier les risques. Et moi, au vu de ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est que la loi renforce encore l'obligation de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail. Et moi, je trouve que c'est quand même très complexe parce que, en réalité, le cœur de tout ça, c'est quand même bien de préserver la santé des salariés d'une entreprise. Et moi, j'ai cette remarque générale, mais quand même une question qui serait que si l'objectif de la loi, parce que là, on parle de sanctions, de contrôle, si on n'a pas de CSE, et il y a beaucoup de structures, même quand elles ont 50, quand il y a carence de candidats, par exemple, et qu'on n'a pas de CSE, comment tout ça s'organise, Alors c'est de la responsabilité de l'employeur sûrement, mais n'empêche que, est-ce que le législateur, ou en tous les cas, la mise en œuvre de cette loi, est-ce qu'il y a des choses de prévues en termes de communication, et quand je dis communication, c'est de simplifier réellement les choses. Moi, j'ai un peu l'impression que plus ça va, plus on complexifie, parce que, en effet, on renforce l'obligation, mais on constate déjà, moi, ce matin, j'étais avec deux associés d'une entreprise où ils n'étaient que deux. Ils voulaient mettre en place un salarié. Ils ne savaient même pas que le document unique d'évaluation des risques existait, qu'il fallait qu'ils le mettent en place, et ils sont dans l'univers de l'installation, de la climatisation, avec tous les risques d'accident du travail que ça comporte. Donc,
moi, j'ai vraiment une question plus globale, quoi. Comment on fait pour accompagner les entreprises pour que tout ça se soit simple à mettre en place et que réellement la santé et la sécurité soient accompagnées dans l'entreprise? Et en fait, l'objectif de cette loi, c'est justement de donner de l'importance aux documents uniques, là où justement, en réalité, dans les faits, ils n'avaient pas tellement d'importance, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises ne le mettaient pas en place, ou quand elles le mettaient en place, elles le mettaient en place de manière générique, sans faire une appréciation, une concréto vraiment des postes de travail et autres. Alors, je suis d'accord avec toi, ça va être compliqué pour les petites entreprises, surtout quand il n'y a pas de service RH, où c'est le dirigeant lui-même qui va devoir remplir cette obligation. Mais comme nul n'est censé ignorer la loi, je dirais malheureusement, je pense qu'un certain nombre vont l'apprendre à leurs dépens. L'obligation et l'importance de ce document. Encore une fois, le jour où il y aura un accident du travail, le jour où il y aura un contrôle de l'inspection du travail ou la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour un salarié. Je me permets d'intervenir. Moi, j'ai vu à l'époque avec la médecine du travail, où ils faisaient des webinaires, ils proposaient des documents. Ils sont Ils là pour ça, en accompagnaient fait. plutôt bien, justement, Oui, oui. sur le document unique. Mais il faut savoir qu'il existe et il faut aller les contacter. C'est l'acteur clé qui va pouvoir aider les petites entreprises. Déjà parce que ils élaborent ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Hein, donc, ils sont censés un petit peu avoir connu l'entreprise quand il y a une société qui vient adhérer. Ils sont censés leur rendre visite, voir un peu les locaux et puis élaborer la fiche d'entreprise. Bon, ils ne le font pas tout le temps, mais normalement, c'est comme ça qu'ils devraient le faire. Et ils ont un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Surtout que dans le cadre de cette loi, a été réorganisé le service de la médecine du travail avec la mise en place de cellules interdisciplinaires. Donc, normalement, le service de médecine du travail doit être un acteur privilégié de l'employeur pour mettre en place ce document. Après, il y a aussi d'autres organismes, hein, je pense à l'INRS aussi, qui aident dans l'élaboration. Alors, c'est vrai qu'il faut faire la démarche de contacter l'INRS. Il y a l'ANACT qui fait des formations aussi sur un certain nombre de sujets. Donc, je ne dis pas que ça va être simple, mais les entreprises vont devoir s'atteler à cette rédaction de documents et effectivement faire appel à la médecine du travail pour les aider et éventuellement aux organismes de sécurité sociale aussi. Hein. Mais moi, je dis encore que je ne pense pas que les chefs d'entreprise aujourd'hui ne soient pas conscients en fait de l'importance de la santé et de sécurité. Le problème, c'est qu'en termes de communication, il faudrait quand même qu'on s'attelle à informer les dirigeants et les dirigeantes que c'est un document mais qui ne sert pas que à être stocké et dans un placard, mais qui sert réellement, il faut l'animer, quoi. Et je trouve qu'on est en France, on a l'art de beaucoup complexifier, et, finalement, en termes de communication, quoi. Nous, pourquoi on a voulu effectivement animer ce club de DRH? Parce qu'on voit bien, nous qui sommes dans la partie, combien on est parfois un peu loin de ces thématiques, même si tout le monde autour de la table, je pense, est conscient qu'il y a une réelle importance. Une réelle importance. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois, on brandit un bâton de sanctions, alors qu'on devrait animer sur… c'est une vraie valeur ajoutée. Alors, les grosses entreprises font tout un travail autour de leur responsabilité sociétale et autour du bien-être au travail, etc. Mais les petites structures, franchement, je pense… oui, mais je suis persuadée encore une fois, je pense que bon nombre d'entreprises vont l'apprendre à leurs dépens et certaines vont rester dans l'ignorance de cette loi. Alors peut-être qu'il va y avoir une communication organisée par les services de médecine au travail aussi. Hein. Peut-être que ce qui serait effectivement bienvenu. Moi, j'imaginerais assez bien les services de médecine du travail qui, effectivement, puissent communiquer sur ce sujet. Hein. Oui, d'accord. Bon, peut-être, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main, interpeller Christelle sur des questions que vous auriez, ou via le chat, ou via… Voilà. Donc, si…
Si vous n'avez pas de questions, peut-être qu'on peut passer à l'autre volet, Christelle. Oui. Allez. Alors, l'autre volet, c'est le renforcement du suivi médical des salariés pour lutter notamment contre la désinsertion professionnelle. Donc, la loi et plus précisément des décrets de mars 2022 sont venus réorganiser les visites auprès de la médecine du travail. On crée des nouvelles visites. Donc, je ne sais absolument pas ce que cela va donner dans la pratique, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur la mise en place de ces visites. Tout ça pour éviter que des salariés qui sont trop longtemps en arrêt maladie ne donnent plus signe de vie, entre guillemets, et ne soient pas capables, en fait, de retrouver leur poste dans l'entreprise. Alors, je vais vous les examiner les unes après les autres assez rapidement, mais elles sont importantes parce que même si là encore, il n'y a pas véritablement de sanction qui est attachée au non-respect de ces visites, c'est toujours le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui peut être mise en œuvre. Donc, c'est vraiment cette loi, c'est vraiment pour renforcer l'obligation de sécurité de l'employeur. Hein, et cette obligation ne pèse vraiment que sur lui. Alors, vous avez également, je porte à votre attention, un question et réponse du ministère du Travail qui a été établi et que vous pouvez trouver sur le site internet du ministère du Travail, qui commente ces différentes visites, ces nouvelles visites dans leur contenu. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce que disent ces questions et réponses n'a pas valeur d'obligation. Ce sont des recommandations. Donc, voilà. C'est pas parce que le question et réponse du ministère du Travail vous dit telle chose que vous devez nécessairement l'appliquer. Hein. Alors, la première chose qui a été instaurée par cette loi du 2 août 2021, c'est que il va y avoir une visite de mi-carrière. C'est une visite obligatoire qui doit être établie à la 45e année d'anniversaire du salarié, sauf si vous avez un accord de branche qui prévoit une échéance différente. Et cette visite n'a pas besoin d'être faite à la date, la 45e anniversaire, si dans les 2 ans qui précèdent, il y a déjà eu une visite obligatoire qui a été organisée par le médecin du travail. Ce qui veut dire qu'à l'occasion de cette visite, dans les 2 ans qui précèdent la visite de mi-carrière, le médecin du travail devra avoir justifié d'avoir réalisé cette visite de mi-carrière. Donc, devra y avoir une attestation de réalisation de cette visite. Cette visite, donc, elle doit être à l'initiative de l'employeur, du salarié ou du service de médecine du travail. Mais encore une fois, cette obligation pèse principalement sur l'employeur. Donc, c'est à l'employeur, en réalité, de l'organiser. Quel est l'objet de cette visite de mi-carrière? C'est de s'assurer qu'il y a toujours une adéquation de l'état de santé du salarié avec le poste qu'il occupe, hein, bien évidemment. C'est l'évaluation des risques d'une éventuelle désinsertion professionnelle. Et puis, également, c'est de sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et de la prévention des risques. Et à l'occasion de cette visite, le médecin du travail peut préconiser des mesures d'aménagement du poste, par exemple. Le référent handicap qui doit exister dans les entreprises de plus de 250 salariés peut participer aux échanges sur les mesures d'aménagement prévues ou préconisées par le médecin du travail, et ce, à la demande du salarié. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette visite de mi-carrière qui est réalisée donc, à partir du moment où le salarié a 45 ans, ou sauf date différente de l'accord de branche, ou parce que dans les 2 ans précédents son 45e anniversaire, une visite
Alors, je dis une visite obligatoire, par exemple, aura eu lieu et qu'à cette même occasion, on aura pu également statuer sur cette visite de mi-carrière. Deuxième création de la loi, c'est le rendez-vous de liaison. Alors, ce rendez-vous de liaison, ça n'est pas un rendez-vous médical. C'est un rendez-vous qui a lieu à partir du moment où le salarié est absent depuis plus de 30 jours. Et cela vaut pour les arrêts de travail qui ont démarré à compter du 1er avril 2022. C'est un rendez-vous qui peut être à l'initiative du salarié, encore une fois, ou de l'employeur, mais mieux vaut que ce soit à l'initiative de l'employeur. Et l'objet de ce rendez-vous, c'est en fait d'informer le salarié qui peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l'examen d'une visite de pré-reprise et de mesures d'aménagement de son poste ou de son temps de travail. Voilà. Là, en fait, l'obligation qui pèse sur l'employeur dans ce cadre-là, c'est d'informer véritablement le salarié sur ce rendez-vous de liaison. En fait, hein. Et le salarié n'est pas tenu de faire droit à la demande de rendez-vous qui est présentée par l'employeur. Donc, il faut porter à la connaissance du salarié par tout moyen. Alors là, on se pose des questions parce que on se dit, quand on a beaucoup d'arrêts maladie, si à chaque fois, au bout de 30 jours, il faut informer le salarié de ce qui peut bénéficier d'un rendez-vous de liaison, là encore, je ne suis pas sûre que les employeurs soient armés pour respecter cette obligation, parce que ça va demander une gestion administrative assez conséquente. Alors, certains ont pu imaginer qu'on pourrait inscrire cette obligation d'information, en tout cas l'objet de ce rendez-vous, dans le contrat de travail lui-même, pour respecter l'obligation d'information de l'employeur. Mais certains commentateurs de la loi pensent que ça ne correspond pas à l'esprit de la loi que de faire ça. Il faut vraiment une information en temps réel, c'est-à-dire à partir du moment où le salarié a été absent plus de 30 jours. La question qui s'est posée aussi, c'est de savoir, parce que le question-réponse dit, mais on apprécie les 30 jours de manière continue ou discontinue. Sauf que ça ne présente pas véritablement d'intérêt d'avoir une appréciation continue et discontinue, parce que ça, c'est question et réponse du ministère du Travail qui le dit. Parce que vous imaginez bien qu'on peut avoir des arrêts de travail avec des maladies différentes, hein, qui ne sont pas les mêmes. Et on ne va pas multiplier les rendez-vous de liaison pour des absences qui sont que d'une semaine, même si en totalité, il y aura 30 jours d'absence. Donc, ça ne présente pas réellement d'intérêt. Ce rendez-vous de liaison, il peut être organisé jusqu'à ce qu'une visite de pré-reprise a été faite auprès de la médecine du travail, parce qu'après, ça ne présente plus d'intérêt, hein, puisque c'est le médecin du travail qui, au moment de la visite de reprise, va pouvoir effectivement préconiser des mesures d'aménagement du poste. Donc, le rendez-vous de liaison ne se justifie que jusqu'à ce qu'une visite de reprise soit organisée auprès de la médecine du travail. Ce rendez-vous, qui est donc un rendez-vous non médical, ne doit pas être confondu avec un rendez-vous professionnel. Parce que, quel est l'intérêt de ce rendez-vous de liaison? C'est quand vous avez un salarié qui est absent depuis plusieurs mois, vous voulez savoir potentiellement à quelle date il va revenir. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc, c'est de le sonder un peu sur une date de retour et comment il va revenir dans l'entreprise. Mais la tentation pourrait être grande, quand c'est un dossier un peu conflictuel, de s'emparer de ce rendez-vous de liaison pour lui dire, bah écoute, finalement, si tu es d'accord, peut-être que tu voudrais accepter, par exemple, une ERC. Et surtout pas, le rendez-vous de liaison n'a pas pour objet de parler des relations professionnelles, des difficultés professionnelles ou d'une éventuelle rupture du contrat de travail. Hein. C'est vraiment un rendez-vous d'information sur ce dont peut bénéficier le salarié pour lui permettre un retour à l'emploi dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est très important. Ça n'est pas non plus une étude de poste. Hein, les commentateurs préconisent d'établir un compte-rendu
à l'issue de ce rendez-vous de liaison. Voilà pour ce nouveau rendez-vous, dont pour ma part, je ne suis pas convaincue qu'il va être véritablement mis en place par les employeurs. Parce que ça va être rajouter des contraintes là où l'employeur n'en a pas forcément besoin. Et je pense que là encore, l'employeur ne sera pas armé pour aborder un tel rendez-vous, même si là encore, les services de santé au travail peuvent être associés et informés, doivent être informés de ce rendez-vous de liaison, justement pour aider si des mesures d'aménagement de poste pouvaient être décidées dans l'avenir. Christelle, pardon, ce rendez-vous de liaison, c'est quel que soit l'effectif de l'entreprise. Oui. Oui, c'est quel que soit l'effectif de l'entreprise. Et si, et ça j'ai oublié de vous le préciser, si le salarié accepte ce rendez-vous de liaison, les questions et réponses du ministère du Travail nous dit que le rendez-vous doit être organisé dans un délai de 15 jours. Voilà. Mais, encore une fois, le question et réponse n'a qu'une valeur de recommandation. Et là encore, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de sanction attachée au non-respect de l'organisation ou d'information de ce rendez-vous de liaison. La sanction, elle se fera par le truchement de l'obligation de sécurité. Voilà, toujours pareil. Deuxième modification, la visite de reprise et de pré-reprise. Alors, la visite de pré-reprise a été modifiée puisque jusqu'à présent, la visite de pré-reprise s'organisait à partir du moment, et elle s'organisait obligatoirement à partir du moment où le salarié était absent depuis plus de 3 mois. Donc, le salarié était absent depuis plus de 3 mois, obligatoirement, il allait voir le médecin du travail pour faire cette visite de pré-reprise et envisager la suite. Aujourd'hui, il y a plus de délai de 3 mois, c'est tout arrêt de travail qui est supérieur à 30 jours. Pour évidemment tout arrêt de travail postérieur au 31 mars 2022, puisque c'est la date d'entrée en vigueur des dispositions par les décrets, et lorsque le retour dans l'entreprise du salarié est anticipé. Le salarié veut revenir travailler, il a été absent depuis plus de 30 jours, on peut organiser cette visite de reprise. Et là où il y a un changement, c'est que ça n'est plus une obligation, c'est une faculté. Et ce rendez-vous de pré-reprise peut être organisé à la demande du médecin du travail, du salarié évidemment, du médecin conseil de la CPAM, puisque le médecin conseil peut considérer effectivement aussi que l'état de santé du salarié pourrait justifier une reprise de son travail, et donc dans ce cadre-là, aller voir le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Là aussi, l'employeur a une obligation d'information sur la possibilité de cette visite de pré-reprise. D'où l'idée de certains de mettre tout ça dans le contrat de travail, c'est-à-dire, bon, ben voilà, tu signes un contrat de travail et tu sais quels sont, l'employeur t'informe en amont de toutes les visites dont tu peux bénéficier. Mais il semblerait que pour certains, cette façon de faire ne soit pas dans l'esprit des textes, pas plus qu'un affichage qui serait dans les locaux en informant de ces visites, type rendez-vous de liaison ou visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise est modifiée. Là où vous deviez obligatoirement organiser une visite de reprise après 30 jours d'arrêt maladie, aujourd'hui, c'est 60 jours. Donc, la visite de reprise ne se déclenche qu'après un arrêt maladie, évidemment à compter du 1er avril 2002, postérieur au 31 mars, que dès qu'il y a 60 jours d'absence. On compte les jours d'absence, ça j'ai oublié de vous préciser, en jours calendaires. Sauf, parce qu'il y a toujours une exception, où on reste sur une obligation de visite de reprise après 30 jours d'arrêt maladie pour les congés maternité,
pour les maladies professionnelles et pour les absences d'au moins 30 jours pour les accidents du travail. Donc ça, on reste comme on était avant pour l'organisation de la visite de reprise. Donc voilà les modifications sur ces 2 visites. Ensuite, le législateur a imaginé, toujours pour lutter contre la désinsertion professionnelle et permettre le retour du salarié absent depuis longtemps de l'entreprise à son poste de travail ou à un autre poste, il a instauré ce qu'on appelle l'essai encadré pour permettre le retour à l'emploi du salarié qui est en arrêt maladie. Alors, et ce qu'on va envisager dans le cadre de cet essai encadré, c'est la compatibilité toujours de son poste de travail à son état de santé, ou dans un autre poste d'une autre entreprise. Si on imagine que c'est dans un groupe, que c'est dans le cadre d'une convention de mise à disposition, ça peut très bien se faire dans une autre entreprise. Et dans ces cas-là, le salarié qui va réaliser cet essai encadré, qui va faire l'objet d'une convention entre le tuteur dans l'entreprise et puis la CPAM, il va continuer à percevoir les IJSS de la sécurité sociale, plus un complément de rémunération de l'employeur, s'il reste dans la période de complément de rémunération mise à sa charge. La durée de cet essai encadré, c'est 14 jours ouvrables, maximum, renouvelable une fois dans la limite de 28 jours. Pour ma part, je trouve que c'est assez court, mais bon. Donc, pendant 28 jours, on teste sa capacité à reprendre son poste ou un autre poste, compte tenu de son état de santé. Et à l'issue de cet essai, il y a un bilan qui est réalisé par le tuteur et par le médecin du travail. Voilà. Là encore, je ne sais pas comment dans la pratique ils vont réaliser et arriver à mettre ça en œuvre. Je suis là encore assez dubitatif sur, même si l'objectif est noble, je ne suis pas persuadée que les employeurs soient armés pour mettre en place toutes ces visites, ou en tout cas essais de remise en route des salariés sur leur poste de travail. Il y a également une autre tentative de lutte contre la désinsertion professionnelle par le contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, là encore, c'était quelque chose qui existait, mais qui n'avait pas été défini dans ses modalités d'exécution, ce que la loi du 2 août est venue préciser. Alors, c'est un contrat, c'est une convention signée entre l'employeur, le salarié et la CPAM, qui va permettre sur une durée de 18 mois maximum de refaire travailler un salarié qui soit a été déclaré inapte par le médecin du travail, soit pour lequel on a identifié un risque d'inaptitude ou qui bénéficie d'une reconnaissance administrative de travailleur handicapé. Alors, dans cette convention qui va être signée entre l'employeur, le salarié et la CPAM, on prévoit les modalités de la rééducation professionnelle, entre guillemets, le montant des conditions dans lesquelles la CPAM va verser des IJSS et le montant total de la rémunération versée par l'employeur, puisque dans ce cadre de convention, le salarié ne peut pas percevoir une rémunération inférieure qui était la sienne avant l'arrêt maladie. Donc, l'employeur va devoir nécessairement compléter la rémunération et la différence avec les IJSS qui seront versés par la CPAM. Ça va faire l'objet effectivement d'un avenant au contrat de travail ou d'un contrat de mise à disposition si effectivement le salarié est mis à disposition dans une autre entreprise. Là encore, ce contrat de rééducation professionnelle pose beaucoup de questions parce que on ne sait pas comment il va s'articuler avec la procédure d'inaptitude. Moi, je ne sais pas comment, à partir du moment où un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, on va pouvoir mettre en place ce contrat de rééducation professionnelle. Là-dessus, le législateur est totalement muet.
Si l'employeur refuse, quelles sont les conséquences pour l'employeur de ce refus? On ne sait pas là encore. Est-ce qu'il va falloir organiser une nouvelle visite de reprise à la suite de cette convention de rééducation professionnelle? On ne le sait pas. Et est-ce que ce contrat de rééducation professionnelle doit être assimilé à une mesure de reclassement dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste? Donc, là encore, la mise en pratique va être compliquée et je ne sais pas trop comment on va avancer sur ce sujet puisque le législateur n'a rien précisé. Alors, peut-être qu'il va y avoir des précisions apportées par le ministère du Travail. Peut-être que, je ne sais pas. Là, j'avoue que là-dessus, j'ai aucune visibilité et qu'on peut, en tant que praticien, se poser toutes ces questions sur les difficultés de mise en place de ce contrat de rééducation professionnelle. Également, la nouveauté, c'est le passeport de prévention. Passeport de prévention qui sera disponible sur le portail mis en place à cet effet à compter de 2023. Vous pouvez vous reporter sur le portail d'information du passeport de prévention qui existe sur Internet, qui vous présente ce que va être ce passeport de prévention et qui sera disponible seulement à partir de 2023 et qui a pour objet de répertorier toutes les attestations de formation, les certificats et diplômes obtenus au titre de la prévention des risques professionnels pour un salarié qui occupe clairement un poste à risque. Donc, ça va recenser toutes ces attestations de formation. Et il y aura un accès dédié aux salariés, aux employeurs et aux organismes de prévention. Et là encore, l'objet de ce passeport de prévention, c'est de prévenir les risques en matière de santé et de sécurité du travail. Enfin, dernière nouveauté, c'est la visite médicale post-exposition ou post-professionnelle. Alors là, ça concerne des employeurs qui ont des activités, je dirais, entre parenthèses, à risque, hein, ou avec des expositions de salariés à des risques professionnels, tels que l'amiante, le plomb, les agents biologiques, les risques de chute, par exemple, s'ils travaillent en hauteur. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de tous les risques auxquels pourraient être exposés des salariés, mais en tout cas, cette visite médicale post-exposition ou post-professionnelle, en fait, a pour objet de remplacer ce qui était la visite quand le salarié qui est exposé à ce type de risque partait à la retraite pour assurer un suivi de son état de santé. Et donc là, le salarié qui vont bénéficier de cette visite médicale post-exposition ou post-professionnelle, c'est à partir du moment où l'employeur sera informé de la cessation du salarié à cette exposition. Donc, dès que le salarié ne sera plus exposé, je cite des exemples, hein, à un travail à l'amiante, au plomb ou aux agents biologiques, il pourra bénéficier de cette visite médicale post-exposition ou post-professionnelle pour qu'il y ait un suivi effectif de son état de santé. Et là, ça sera plus facultatif, c'est qu'il y aura véritablement des actions qui seront mises en place pour le suivi de l'état de santé de ce salarié. Et ça sera le médecin du travail qui devra remettre au travailleur un document qui établira l'état des lieux et ce sera versé à son dossier médical et il y aura une surveillance véritablement active de son état de santé pour éviter de savoir si l'exposition dont il aura bénéficié ne va pas évidemment créer, par exemple, je ne sais pas, un risque de cancer ou ce genre de choses. Donc, voilà sur les nouvelles visites qui ont été mises en place, sachant que là aussi où il y a une nouveauté, c'est que toutes les visites vont pouvoir être mutualisées. Ça veut dire quoi? C'est qu'un salarié, par exemple, qui est mis à disposition dans une entreprise, et qu'il bénéficie par exemple d'un suivi renforcé auprès de la médecine du travail, eh bien, l'obligation de suivi de son état de santé pourra être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice. Et il y aura une convention qui sera établie
entre l'entreprise qui met à disposition et l'entreprise utilisatrice pour que ce soit l'entreprise utilisatrice qui se charge de faire assurer les visites médicales obligatoires. De même, quand vous avez un salarié qui a plusieurs employeurs, eh bien, l'un des employeurs pourra s'occuper d'assurer les visites médicales obligatoires sans que ce soit tous les employeurs dont relève le salarié. Et au passage, je vous précise, ça c'est pas pour les entreprises que vous représentez ou dans lesquelles vous faites partie, mais les employeurs particuliers, donc qui ont des aides à domicile, vont devoir aussi maintenant envoyer leurs salariés à la médecine du travail. Donc sachez-le. Et du coup, c'est vrai que là encore, bon, alors évidemment, l'éclairage est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'encore une fois, il y a un focus qui est fait sur voilà, comment prévenir et comment suivre finalement les gens les salariés dans leur environnement de travail. Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que déjà, il va falloir s'imprégner de tout ça. Et puis si les entreprises ne sont pas accompagnées, il va y avoir, encore une fois, une inégalité, à mon sens, entre les grosses entreprises qui vont avoir des services dédiés à tout ça et d'un autre côté, des entreprises comme celles que nous, on accompagne et probablement celles qui sont autour de la table, qui vont être quand même démunies, non pas en termes de volonté, mais en termes de moyens réellement, quoi. Oui, et puis en plus, je pense qu'il y a certains employeurs qui n'auront pas envie de se frotter à un rendez-vous de liaison ou voilà. Il faut quand même avouer que c'est quand même pas des choses qui sont faciles à faire. On ne sait pas ce qu'on peut dire, pas dire, comment on peut accompagner un salarié, bon, même étant malade. Enfin, je veux dire, c'est quand même vachement compliqué, quoi, à mettre en œuvre, et encore plus quand on n'est pas habitué à ce type d'exercice. Moi, j'ai envie de laisser réagir un petit peu la salle, et voilà, je ne sais pas moi si les autres personnes ont des commentaires par rapport à ça. C'est intéressant, quoi. Qu'est-ce qui tout ça on prend et qu'est-ce que ça vous bon, voilà. Là encore, je pense que la médecine du travail, les services de la médecine du travail auront toute leur place pour accompagner. Oui, mais la médecine du travail, il y a tellement un manque de moyens que. Mais il est vrai que même s'ils ont rendu moins fréquentes les visites de reprise en les posant obligatoirement après 60 jours, les services de médecine du travail manquent de médecins du travail. Mais oui. Sophie, tu avais envie d'intervenir? Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard et je ne vais pas tarder à devoir vous quitter parce que j'ai une réunion pour ma fille au lycée. Mais bon, je dois te dire que moi, je tombe un peu là des nues, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que le législateur, une fois de plus, s'éloigne de plus en plus du terrain. Oui. Donc, j'entends qu'il y ait besoin de légiférer, d'encadrer, parce qu'il y a certainement des entreprises, des structures qui abusent et surabusent voilà, d'une situation que vous êtes en train de décrire, évidemment. Mais voilà, je rejoins Joséphine dans le sens où les petites structures, c'est juste, toi, on se rajoute encore une strate d'angoisse sur le contenu du poste de RRH, voilà. Je suis un vecteur d'angoisse, je le sais. Ouais, mais ça me semble en même temps très éloigné du terrain, c'est-à-dire que j'entends qu'il n'y ait pas peut-être d'écoute, parce que finalement on parle d'une forme de bienveillance et d'écoute au quotidien dans le travail. Peut-être que c'est quelque chose qui est complètement délaissé dans les grandes structures. Je pense que dans les petites structures, il y a justement cette forme d'accompagnement au quotidien des salariés qui permet finalement de s'exempter de toutes ces lois. Et je le dis clairement, je ne peux pas me permettre d'aller sur ce terrain de rendez-vous, de commencer voilà, à signaler au bout de 30 jours des arrêts maladie. Non, mais en fait, je pense qu'ils perdent de vue quand même ce que ça implique au quotidien en termes de gestion administrative. Oh là là, oui.
Parce Oui. que, bon, si vous avez 10 salariés et que vous en avez un qui est en arrêt maladie tous les 2 ans, ça peut encore se gérer. Mais dans une entreprise où si vous avez quand même régulièrement des gens qui sont en arrêt maladie, si tous les 30 jours, vous devez les informer de tout tout ce dont ils peuvent bénéficier, en plus, en vous munissant la preuve, ça veut dire qu'il faut faire des recommandés. Enfin, bon, on sort plus, hein. Oui, et puis surtout, c'est que moi, je le constate, notre structure, elle est gérée par 2 entités médecine du travail, hein, puisque c'est sectorisé. Et je dirais, c'est le grand écart d'accompagnement au niveau des différentes entités. C'est-à-dire que j'ai d'un côté un vrai désert au niveau de la médecine du travail. Et j'entends, ils sont eux-mêmes soumis à des contraintes de réduction d'effectifs. Et puis, il y a le législateur qui ne fait que rajouter au-delà de l'entreprise, pour eux, le service médical, Ouais, bien sûr. voilà. Donc, moi, techniquement parlant, aujourd'hui, j'ai un médecin du travail qui est en arrêt de travail pour une durée indéterminée. J'ai une structure qui a réouvert au 1er septembre avec des nouveaux locaux, la fiche entreprise. Je cours derrière pour qu'elle puisse venir la faire et elle a botté en touche en disant que ce serait, parce qu'elle va partir à la retraite, son successeur qui ferait ça en 2023, mais je ne sais pas quand. Et mes salariés recrutés en septembre n'ont toujours pas eu de première visite voilà. Et moi, c'est ça mon quotidien, en fait. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que en fait, au final, ça pèse sur l'employeur. Oui, complètement. Complètement. Mais, Et oui, c'est vrai que l'impression que ça donne. Ce à quoi sont confrontées beaucoup d'entreprises aujourd'hui, hein, c'est que pour obtenir une date de visite de reprise, alors qu'on vous dit que ça doit intervenir dans les 8 jours du retour du salarié dans l'entreprise, vous n'êtes pas à 8 jours pour obtenir une date de visite de reprise. Hein. Non. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, le législateur se couvre. Et c'est vrai que tout ça repose vraiment sur des épaules de l'employeur qui n'a pas que cette thématique-là. Hein, parce que si on avait encore que ça, mais moi, je suis complètement d'accord avec Sophie. Hein, moi, je ne vois pas comment tout ça, ça va pouvoir s'articuler. Alors, normalement, il y a une réorganisation. Alors, je n'ai pas abordé la réorganisation du service de la médecine du travail. Hein. Il y a des cellules interdisciplinaires qui vont être constituées. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner dans les faits. Hein. Il est prévu aussi, je crois, à partir de 2023, que certaines visites puissent être faites auprès de médecins de ville du fait de la pénurie des médecins du travail. Hein. Donc, qu'il y ait des visites obligatoires qui se passent auprès des médecins de ville, qui seront des médecins désignés, voilà, justement parce qu'il n'y a pas assez de médecins du travail. Mais dans les faits, il est vrai que pour permettre aux employeurs de respecter l'ensemble de ces obligations, encore faut-il que le service de médecine du travail soit suffisamment staffé, entre guillemets, suffisamment organisé, puisse répondre aux demandes et accompagner les employeurs. Peut-être, tu voulais intervenir tout à l'heure, Isabelle? C'est bon. Oui. Non, c'est bon, je trouvais qu'il y avait un côté, effectivement, je rejoins dans les TPE et autres, les salariés, on les suit, on les connaît, on s'inquiète s'ils sont malades, enfin, voilà, je pense que tout ça est fait. Non, mais c'est vrai que c'est encore des textes de loi qui sont… où des salariés peuvent être absents pendant très longtemps et que, bon, alors en général… la CPAM, bon, au bout de 3 ans, statue sur leur sort, hein, c'est-à-dire qu'elle leur dit, bon, voilà. Mais bon, pour des salariés âgés qui restent très longtemps éloignés du monde de l'entreprise, voilà, l'idée, c'était de leur permettre de pas en fait rester sans activité, de tenter de se réinsérer en réalité. Mais moi, l'idée, c'est aussi qu'il y en a que ça arrange de rester en arrêt maladie assez longtemps et de rembrayer sur la retraite derrière. Hein. Ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, c'est aussi une réalité. Oui, mais on voit par exemple quand on a mis en place l'entretien professionnel, hein, qui avait un objectif qui était intéressant pour le suivi de carrière, etc. Mais quand on voit les usines à gaz que ça fait, c'est fini. Au bout du compte, ils sont souvent mal faits, ça génère rien du tout. En plus, comment tout ça remplir son obligation avec un jour de formation au bout des 6 ans. Hein, oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça paraît quand même, moi je suis d'accord avec Sophie, quoi. Tu dis, le législateur, c'est quand même, il faudrait qu'il vienne un tout petit peu chez nous, dans les entreprises, voir comment les choses se passent. Et ce n'est pas par irresponsabilité du dirigeant ou des instances dirigeantes. Hein.
C'est simplement que… Non, mais c'est sûr que quoi. le dirigeant qui est seul, qui n'a pas de service RH et qui est censé connaître tous ces dispositifs, c'est extrêmement… Alors même qu'il doit penser à développer son entreprise, n'a pas le temps pour respecter l'ensemble de ses obligations. Mm. Non, mais c'est sûr. Hein. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur… N'hésitez pas, hein, c'est très convivial, hein, tout ça. Hein. Oui. N'hésitez pas à poser des questions. Cécile, Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai que je voulais simplement dire que c'est vraiment inquiétant de voir cet écart qu'il y a entre ce qui se passe, on fait des lois, tout ça, puis après on se préoccupe pas de la façon dont on peut les mettre en place. Parce que moi, comme vous, je pense que ça, ce sera pas mis en place. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est RH? On mesure le risque. Je vais être contrôlé, qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y a un salarié pour lequel on sent qu'il y a du contentieux dans l'air, tout ça, on fera peut-être ça. Mais sinon, on va pas. Voilà. Donc, vous l'avez souligné, madame. Et ça, c'est vrai que c'est important parce qu'après, il y en a qui sont des champions pour chercher les petites bêtes. Mais sinon, on n'arrive pas à suivre. Et personne, hein, les acteurs, ni côté médecin du travail, ni côté employeur. Non. Par contre, ça peut être bien d'avoir ça en tête si ça chauffe un peu avec quelqu'un ou si on sent le chaud arriver. Donc, c'était important que vous ayez souligné Alors, tout là ça. où ça va quand même avoir une importance, c'est pour les entreprises de plus de 50 avec un CSE, parce qu'il y a une information consultation qui est obligatoire. Donc, je pense que ça peut être des sujets quand même. Ça peut être des sujets et l'employeur ne pourra pas échapper à ses obligations sur ce terrain-là, hein, parce qu'un CSE pourrait le lui rappeler. Oui. C'est vrai, ça fait deux choses. À condition que le dialogue social fonctionne dans l'entreprise. À condition que le dialogue social fonctionne. Mais ça peut être aussi un sujet de crispation. Mais voilà. Ça peut être un sujet de crispation. Hein. Oui. Et à condition que le CSE soit au courant de toutes ces évolutions légales. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est… Oui, c'est quand même cossu, quoi. Bon. Mais c'est vrai que c'est bien que nous, on soit au courant quand même, parce que je pense qu'avec les CSE, comme moi, je suis dans une entreprise où il y a un petit CSE, ils se sont pas mal agacés. Je viens d'arriver dans l'entreprise il y a un mois. Ils se sont pas mal agacés avec le patron. Et donc là, tous les trucs qui peuvent les intéresser pour pouvoir gratter et dire qu'on n'est pas conforme à la législation, ça va être dedans. Donc là, s'il y a un petit peu de buzz autour de ça, c'est vrai que ça peut faire potentiellement un autre sujet. Oui, en plus, on voit enfin, l'obligation, le manquement à l'obligation de sécurité, je veux dire, moi je le vois pour faire suffisamment de contentieux, c'est quand même une arme qui est sortie très facilement. C'est vrai. Alors bon, je suis plutôt côté employeur que côté salarié, mais c'est quand même une arme qui est sortie très facilement au même titre que le harcèlement moral. Donc voilà, donc on imagine très facilement ce qu'un plaideur côté salarié va venir alléguer pour justifier sa position et prétendre à des dommages et intérêts. Non, mais c'est sûr, oui. Voilà. Donc effectivement, en fait, pour l'instant, c'est tellement récent qu'on ne sait pas trop. Moi-même, quand je vois auprès de mes clients, je ne devrais pas vous dire ça, mais j'hésite parfois à leur parler de ça. Je leur en parle en catimini parce que je ne veux pas les affoler ou parce que je me dis, bon, je comprends que ce soit difficile à mettre en place et que c'est une obligation supplémentaire parmi tant d'autres, en fait. Oui, mais si déjà dans les entreprises, on avait conscience au travers d'un document, même s'il est mal fait, d'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés, déjà on aurait fait un grand pas. Si l'ensemble des entreprises… Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant, il y a des sociétés spécialisées qu'on peut payer aussi, évidemment. Ben ouais, mais élaborer les petites entreprises, elles n'ont pas les moyens de payer. Voilà, c'est une question de moyens. 1 000 euros, et parfois c'est énorme, quoi. C'est une question de moyens. Et vraiment déjà, ne serait-ce que de sensibiliser au fait qu'il y a quand même une obligation, effectivement, que le travail ne doit pas tuer, que le travail ne doit pas faire mal. Déjà, s'il y avait cette première étape, plutôt que de rajouter des strates là sur des trucs que personne ne va jamais mettre en œuvre et que du coup, ça sent tellement qu'on se dit, oh là là, c'est peine perdue tout ça. Hein. Bon, on ne va pas tirer des conclusions hâtives, hein, mais moi, je ne vois pas, honnêtement, dans nos univers à nous, je crois que vraiment, c'est compliqué, quoi. Hein. Non, mais je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Ouais. Je pense que sur le document unique, il faut quand même faire attention. Oui, moi, je pense aussi, oui. Il faut quand même le retravailler. Ça ne sera peut-être pas parfait comme travail, mais il faut quand même le retravailler plus in concreto.
il faut quand même respecter cette obligation de mise à jour. Enfin, il faut essayer. Je pense qu'il peut y avoir quand même des sujets sur ce document unique s'il n'est pas tenu conformément à ce que prévoit la loi. Mais c'est surtout quand il y a un accident grave, voire très grave, que là, c'est sûr que… Alors, en dehors du fait que des sanctions qui peuvent tomber, c'est que la responsabilité humaine, en fait, qu'on a vis-à-vis de ça. Et donc, si on ne sait pas quels sont les risques encourus, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, pour le coup, là, le document unique d'évaluation des risques, qu'il y ait des obligations sur ces terrains-là, je trouve ça plutôt normal, quoi, personnellement. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que là, il y a un travail des entreprises, effectivement, pour consolider ce document et qu'il soit beaucoup plus… en tout cas, que l'analyse des risques et les actions de prévention soient mieux mises en œuvre. Voilà. Bon, Sophie nous quitte là, donc je ne sais pas si… je vois que le temps passe, il est déjà presque pas trop loin de la demi. Alors, si tu me permets, Joséphine, j'ai une chose à vous rajouter, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le 1er septembre, vous devez mettre à jour vos règlements intérieurs sur la nouvelle définition du harcèlement sexuel et des agissements à connotation sexiste. C'est important. Donc, si vous ne l'avez pas fait, voilà. Mais alors, c'est pour les entreprises de plus de 50, celles qui sont soumises. Ah oui, merci. 1er septembre, non, moi, je n'avais pas ça en tête. Moi non plus. Plus de plus de 50, faut être honnête quand même. Et également, ce que vous devez prévoir aussi dans le règlement intérieur, la nouveauté, c'est d'informer sur le dispositif de protection du lanceur d'alerte. Vous pouvez répéter les 3 choses? Je n'ai pas bien noté, moi, là, ça m'a pris. Alors, nouvelle définition du harcèlement sexuel. Et des agissements à connotation sexiste pour coller beaucoup plus à la définition pénale. OK. Et puis, informer les salariés au travers du règlement intérieur sur l'existence de protection du lanceur d'alerte. Merci. Alors, tout ceci étant dit, est-ce qu'il y a encore des remarques? Est-ce que, voilà, sinon on va clôturer gentiment ce club de DRH, mais n'hésitez pas à lever la main ou à vous signaler auprès de nous. Alors, moi, je ne lève pas la main, mais si je peux me permettre d'intervenir. Alors, moi, je ne suis pas DRH. Je suis dirigeante d'une toute petite structure. Par contre, je suis auditeur Calliope avec une obligation pour les centres de formation d'avoir un DUERP et une mise à jour. Et alors, risque moindre dans un certain nombre, dans une grande majorité de centres de formation quand même. C'est un document qui est rédigé par obligation, mais qui ne fait pas sens. Très clairement, légalement, ils remplissent l'obligation. Ils mettent à jour, mais ce n'est pas quelque chose sur une politique globale et stratégique sur laquelle il y a une appropriation et qui fait que ça vive. Voilà. Et ça, je dirais, dans 99% des centres de formation, qu'on soit de 1 à 800 collaborateurs. Ouais. Mais c'est bien ce que tend… c'est l'objet de la loi, en fait. C'est de lutter contre l'établissement de ces documents, en fait, un peu par contrainte, sans véritablement d'efficacité dans les faits. Oui, mais c'est vrai que, honnêtement, on ne va pas refaire là le débat, mais c'est vrai que le faire sens, et je remercie l'intervention, parce que c'est ça, quoi, c'est la sensibilisation à comment chacun de nous se protège à l'exposition au risque et comment globalement le collectif protège. Et c'est ça, en fait, c'est ce sens-là, en fait, qu'il faudrait donner et pas de rajouter des strates réglementaires qui font que ça paraît encore plus inaccessible, quoi. C'est un peu, moi, voilà, on est tous d'accord, les législateurs, c'est vrai que je trouve que c'est compliqué, ouais. Et pourtant, les enjeux sont forts. On a de toute façon, effectivement, sur les chefs d'entreprise, et j'en fais partie, toutes les obligations légales qui pèsent, où à chaque fois qu'il y a un nouveau texte de loi, on entend bon nombre de chefs d'entreprise dire « il y en a marre de ces textes de loi, on ne fait plus que ça ».
Et moi, je vais quand même dire pour l'anecdote, parce que j'ai beaucoup entendu parler de la sécurité sociale, je suis employeur, j'ai eu une alternante qui, ça n'allait pas bien pour elle dans sa vie, et puis elle a décidé qu'elle se servait de ce levier pour me demander non pas une rupture conventionnelle, mais une inaptitude au poste. Et quand la médecine du travail m'a interrogée, elle m'a interrogée à charge, sans me demander ce qu'il se passait. Et quand je lui dis, écoutez, cette situation me fait tellement mal que je ne peux plus travailler, si en tant que chef d'entreprise, je ne peux plus travailler, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle m'a dit, la médecine du travail, elle est là pour les salariés. Et ouais. Voilà, donc ça ne m'engage pas trop en tant que chef d'entreprise d'aller voir la médecine du travail pour qu'il m'accompagne dans des démarches administratives légales. On a quand même un paradoxe et un clivage. C'est là aussi, c'est là aussi malheureusement ce qu'on se constate dans les faits, hein, c'est que bien souvent on n'a pas des médecins du travail qui sont très à l'écoute de l'entreprise, ou en tout cas qui ne cherchent pas à savoir comment fonctionne l'entreprise non plus. Donc, Oui, oui. Pour des chefs d'entreprise qui vont très mal, il y en a beaucoup. Oui. Si eux qui vont mal ne sont plus dans le paysage, il n'y aura plus non plus de salariés à accompagner. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. On est d'accord que tout ça, il y a des pièces du puzzle et même nous qui sommes dans la partie en RH, on a du mal à comprendre le rôle de toutes ces pièces, quoi. Et franchement, c'est vraiment, ça demande un investissement temps, ressources, que déjà d'essayer de comprendre, c'est ce qu'on essaye de faire là avec toutes ces questions et ces apports théoriques, hein, mais et puis de dire, mais qu'est-ce que je vais tirer comme ficelle pour m'aider et puis en fait on se rend compte que oui, que c'est compliqué, quoi, qu'il y a quand même la coupure avec le terrain et la réalité des vies et des chefs d'entreprise, et je suis d'accord avec vous, madame, hein, et même des salariés dans des petites ou même dans des grosses structures, hein, parce que voilà, c'est la souffrance au travail, hein, c'est quand même une thématique dont on parle, quoi, dont on parle. Et c'est pas, enfin, à mon sens, c'est pas tout ça qui va résoudre. Hein. C'est compliqué. Et puis, c'est pas le DUERP qui va protéger le chef d'entreprise. Hein. Ah non, non. Ah bah, non. C'est pas l'objectif de la DUERP, de toute façon. Non, c'est vrai, ouais. Voilà. Dans tous les cas, c'était intéressant. Merci pour le… Je conçois que c'est un petit peu lourd en termes d'information et c'est un peu technique, mais bon, malheureusement… Ouais. Mais bon, en même temps, si on veut terminer sur une note positive, moi, dans l'entreprise où je suis, il y a 100 personnes en France et c'est bon, c'est gros, quoi, par rapport peut-être aux adhérents de J'Emploie, Joséphine, mais là, il y a une personne qui s'occupe de qualité aussi du sujet et c'est fait de façon assez simple et puis quand même très pleine de sens, avec chaque risque qui est regardé. Et donc là, je dois dire que j'ai de la chance, moi, en tant qu'RH, d'arriver et de trouver ça propre comme ça. Et bon, c'est pas, il n'y a pas on n'est pas dans les clous, on n'a pas de représentant de ceci, du CSM, mais le travail a été fait avec une personne complètement tournée vers ça, parce que c'est vrai que c'est un métier quand même. Hein. C'est clairement un métier, ça c'est sûr. Et nous, RH, c'est difficile de se plonger là-dedans. Hein. Parce que je dis aussi de la compétence des membres du CSE pour aborder ces sujets-là. Hein. Bah oui. Je ne suis pas persuadée que 3 jours ou 5 jours de formation suffiront à donner la compétence aux personnes. Hein. Ah oui, c'est sûr, oui. Ok. Mais écoutez, il nous reste à remercier beaucoup Christelle, Maître Daube. Merci. Cet éclairage, c'est toujours très intéressant, très riche. En tous les cas, voilà, on se questionne, on anime et voilà, et on est toujours très content d'animer ces clubs de DRH et voilà. Et donc, le prochain rendez-vous, on verra quelle thématique on aborde. Bon, on verra, ou une thématique technique ou une thématique peut-être plus liée à l'organisation du travail. Enfin, on verra. On va essayer d'imaginer ça. Merci infiniment à tout le monde. Vraiment, et voilà, à tout bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Peut-être tu as quelque chose à rajouter ou pas ou… C'est bon. Non. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Et puis Au au revoir. revoir et à très bientôt sur les ondes. N'hésitez Merci. pas à Bonne revenir soirée. vers nous pour toutes les Merci. informations complémentaires également. D'accord. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.